Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue dans ce troisième webinaire de l'après-midi organisé par l'Animation nationale d'Héritas. Donc je suis Jean-Marc Thévenin, excusez-moi, en charge de l'émission Outre-mer au CIRAD et je suis co-animateur national d'Héritas en trinôme avec Gwendoline Coquet de Chambre d'Agriculture France qui anime une séquence en parallèle et avec Sophie Cluzot-Moulet de l'ACTA qui anime elle aussi une séquence en parallèle. Voilà, donc cette séquence est enregistrée, vous avez la possibilité ou pas de brancher votre caméra. Si vous ne souhaitez pas apparaître, vous la désactivez. Pendant la présentation, vous désactivez votre micro, s'il vous plaît. Vous pouvez poser vos questions dans le chat et je vous donnerai la parole ensuite quand on passera à la séquence d'échange. Voilà. On aura 5 minutes, un petit peu moins, sur l'héritage, 20 minutes de présentation par notre présentatrice qui se présentera tout à l'heure, suivi de 20 minutes d'échange et de 5 minutes de conclusion. Alors, j'imagine, Sylvie, s'il te plaît. La diapo, voilà, merci. Donc, vous connaissez sans doute à peu près tous l'héritage. Juste pour rappel, hein, c'est des réseaux d'innovation et de transfert agricole qui sont mis en place en 2011-2012 et qui mettent donc en réseau tous les acteurs, les partenaires de la chaîne d'innovation agricole pour co-construire des réponses aux besoins qui sont exprimés par les producteurs, par les agriculteurs des territoires. Donc, on mobilise 11 territoires, les 5 les 5 DOM, les 3 PTOM, notamment parmi les plus actifs. C'est un dispositif qui est soutenu par le MASA, enfin le ministère en charge de l'Agriculture, comme il change de nom tous les 4 matins, on n'ose plus dire. Donc, ministère en charge de l'Agriculture, le ministère en charge des Outre-mer, et qui est donc co-animé, comme je l'ai dit, dont l'animation nationale est faite par CDA, ACTA et le CIRAD. Et donc, notre mission en national, c'est bien d'assurer une coordination, une mutualisation des outils, la capitalisation avec le partage des informations, de tout ce qui est produit, de faire le lien entre avec la recherche et l'enseignement professionnel. Voilà, l'enjeu qui est déjà, enfin, auquel on s'était déjà attelé dans de précédentes phases d'héritage, c'est de passer des initiatives locales à une force collective ultramarine, c'est-à-dire d'essayer de partager au maximum tout ce qui se fait entre territoires, donc partager des résultats, mais aussi co-construire des projets pour aller plus loin et ensemble quand cela est possible. Diapo, s'il te plaît. Voilà, alors simplement quelques productions qui ont été un peu emblématiques hein, de ces 2 dernières années. On a produit, et ça va sortir très bientôt, la mallette Rita de l'animateur du réseau pour aider les animateurs qui prennent leur fonction à avoir tous les outils ou presque tous les outils dont ils ont besoin pour leur nouveau métier. Il y a un guide méthodologique du transfert des innovations qui est édité aussi et qui sera distribué prochainement. Voilà, les actes du colloque qu'on organise traditionnellement hein, chaque année dans le cadre du Salon de l'agriculture. Donc les actes du colloque SIA 2025 qui sont disponibles aussi sur Coatis. La suivante. On a aussi travaillé cette année sur la cartographie d'Héritas, donc cartographie par territoire des acteurs d'Héritas. Voilà une image pour le cas de Mayotte, hein, et puis cartographie des réseaux qui sont complémentaires au RITA, puisque bon, vous le savez, il y a quand même différents réseaux qui travaillent en lien avec l'agriculture dans les territoires. Hein. Vous connaissez Cofito, vous connaissez sans doute le réseau agriculture et ruralité, le réseau des PAT, voilà, ou les plateformes de coopération régionales qui sont situées par exemple à La Réunion ou en Guadeloupe, avec l'exemple de Caripe VET par exemple en Guadeloupe pour la Caripe. S'il te plaît. Voilà, et pour vous faire un point sur comment on fonctionne, nous, à l'animation nationale, on a déposé un projet dans le cadre d'un appel à projet programme
programme de transition et souveraineté, je trouve mes mots. Projet qu'on a appelé Rita Action, mais pour lequel on attend une réponse positive. Bah, bien sûr, d'ici quelques jours, nous l'espérons, qui pourra financer nos activités d'animation nationale pour 5 ans et selon 3 grands axes, 3 grands enjeux prioritaires que vous connaissez tous puisqu'ils sont communs à tous les territoires: l'adaptation au changement climatique, la souveraineté alimentaire ou la réduction de la dépendance aux intrants importés. La diapo suivante, s'il te plaît. Voilà, alors on vous propose donc un petit webinaire sur les aspects sanitaires des filières ruminants en Guadeloupe. Donc Sylvie va se présenter et nous faire sa présentation et on passera aux questions ensuite. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. Je vous donnerai la parole après. Merci, à toi la parole. Merci Jean-Marc et bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc, je m'appelle Sylvie Le Collinet, je suis vétérinaire et chercheur en virologie au CIRAD. J'ai rejoint le CIRAD il y a 4 ans et donc depuis 4 ans, je suis en Guadeloupe à chercher à construire, à renforcer en particulier les réseaux sanitaires. Et donc, un des projets sur lequel on a pas mal travaillé ces dernières années s'appelle TISARU. TISARU pour tiques et risques sanitaires en élevage de ruminants. Ça concerne uniquement le territoire Guadeloupe, mais l'ensemble des archipels, enfin l'ensemble des îles de l'archipel guadeloupéen, et cherchait à renforcer le réseau sanitaire des filières ruminants en Guadeloupe. Il a été permis grâce au soutien du projet FEADER et donc en fait de la région Guadeloupe et des fonds européens et a associé dans sa phase opérationnelle l'INRA, le GDS, donc le groupement de défense sanitaire en Guadeloupe, c'est-à-dire Sanigua, l'ITEL, l'Institut technique de l'élevage, ainsi que les services vétérinaires et donc la DAF, la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt pour la Guadeloupe, ainsi que le CIRAD. C'est un projet, le premier élément, c'est un projet qui a été construit par le monde agricole et pour le monde agricole et donc pour véritablement assurer le renforcement d'un réseau d'acteurs de ce monde agricole ici en Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont véritablement les signaux remontés par les éleveurs vers le groupement de défense sanitaire qui nous a permis de réfléchir aux problématiques locales et de voir comment on pouvait dimensionner un projet qui puisse mieux comprendre la problématique et mettre des mots sur les mortalités ou en tout cas des problèmes économiques et sanitaires importants dans les filières ruminants, à la fois gros ruminants et petits ruminants en Guadeloupe. Alors avec au centre les éleveurs de ruminants, les coopératives. Alors, je vais juste mettre mon pointeur comme ça, vous pourrez me suivre un peu mieux. Donc, au centre ici, les éleveurs de ruminants et coopératives, l'implication forte de Sanigua, du groupement de défense sanitaire, au travers du projet TISARU, on a cherché à faire monter en compétence ce groupement de défense sanitaire. Et en particulier de les former à la prise en charge d'essais de mesures de résistance, d'évaluation de résistance à la fois sur les anthelmintiques et sur les acaricides, donc 2 médicaments vétérinaires largement utilisés dans les élevages de ruminants en Guadeloupe. On a également bénéficié du soutien au début du projet de l'ITEL avec l'implication de Xavier Xandé. Autour, on a également autour des éleveurs tout le volet vétérinaire représenté par les vétérinaires de Guadeloupe et en particulier, vous verrez l'implication d'un vétérinaire, du docteur Gilles Manuel, qui a été forte dans le cadre de ce projet, et de l'Association des vétérinaires praticiens libéraux de Guadeloupe, avec cette association qui est à l'heure actuelle animée par Maud Montigny. Et puis également la DAF de Guadeloupe avec donc nos différents interlocuteurs de la DAF, que ce soit le SALIM ou les autres services. Enfin, les instituts de recherche qui sont représentés ici en jaune avec l'INRAE,
le CIRAD. Et vous voyez qu'il y a énormément d'interlocuteurs. On a eu la chance de bénéficier de l'appui de jeunes chercheurs ou de jeunes s'intéressant à la thématique qui nous ont appuyés sur les différentes activités du projet et également des fortes activités de terrain qui ont été soutenues par des plateformes expérimentales de l'INRAE et également du CIRAD. Pour le CIRAD, je mentionnerai ici l'implication forte de Johanna Cosier et Victor Duflet, qui ont accompagné le projet de bout en bout. Et on a pu bénéficier également d'une adaptabilité, d'une agilité forte avec un projet qui s'est lancé en parallèle, qui était le projet RACE, financé par le ministère de l'Agriculture américain. Enfin, des instituts de recherche à l'international, avec en particulier la Ross University à Saint-Kitts et Félix Toka, et puis également le LNR FCO et donc l'ANSES, nos collègues de l'ANSES qui ont participé activement à ce projet. Donc ce projet ne pouvait exister que sous la forme d'un réseau. Pourquoi avait-on envisager ce projet véritablement parce qu'il y avait une démarche bottom-up depuis les éleveurs de ruminants de Guadeloupe qui nous indiquaient avoir du mal à maintenir leur activité. On sait que les cheptels de ruminants, grands et petits ruminants, sont en diminution en Guadeloupe avec des dangers sanitaires et des coûts de traitement qui sont très, très élevés, largement présents. Et on a donc cherché à, dans un premier temps, collecter de la donnée par le biais d'enquêtes et par le biais de prélèvements réalisés au sein des élevages de ruminants, à réaliser tout un ensemble d'analyses au sein des instituts de recherche avec également le renforcement des capacités d'analyse au niveau du groupement de défense sanitaire et enfin à restituer les résultats en direction des éleveurs et des vétérinaires pour un réseau sanitaire plus fort. Ces objectifs du projet ont été présentés et largement diffusés auprès des éleveurs et des vétérinaires dans la première phase du projet. Ce projet a démarré en 2023, s'est étalé sur 2 ans jusqu'à fin 2024. On a commencé par un état des lieux des connaissances sur les pathologies majeures en élevage de ruminants. En lien avec les services vétérinaires de Guadeloupe, nous avons réalisé un bilan de la situation sanitaire connue des filières ruminants en Guadeloupe, ce qui nous a permis de poser un constat de données assez anciennes, peu actualisées, qui remontaient pour certaines à 15-20 ans, voire qui étaient complètement inexistantes sur un certain nombre d'agents pathogènes. Et à côté de ça, nous avions également une liste de priorités d'agents, une liste prioritaire d'agents à aller investiguer, éditée par l'ANSES. Donc, les pathogènes recherchés dans ce projet ont véritablement été établis en lien avec les vétérinaires sanitaires, les éleveurs et la DAF. Et vous voyez ici ce qui a été recherché, à la fois dans le cadre du projet TISARU et dans le cadre du projet RACE. Donc, une approche assez complémentaire qui nous a permis d'aller rechercher un certain nombre les moucherons, piqueurs, on y reviendra, virus affectés cataralovine, virus de la maladie épisodique hémorragique. Et donc, ceci en partenariat avec l'ANSES. Ce sont des maladies réglementées et on voulait pouvoir bien comprendre la situation ici et l'impact que pouvaient avoir ces maladies sur le territoire. Nous avions également un certain nombre de bactéries et de parasites qui étaient recherchés, principalement des maladies transmises par les tiques, comme Anaplasma, les Babesia, donc les pyroplasmoses, Ehrlichia ruminantium, l'agent de la codriose, mais également Dermatophilus congolensis, l'agent de la dermatophilose, donc en partenariat avec Saint-Kitts, et également les sondes gastro-intestinaux qui étaient pris en charge par nos collègues de l'INRA. Enfin, l'évaluation de plusieurs résistances a été recherchée. Une résistance des tiques aux acaricides a été réalisée au CIRAD en lien avec le groupement de défense sanitaire et les résistances aux anthelmintiques ont été évaluées par l'INRA en lien avec le groupement de défense sanitaire. Nous avons cherché à collecter de l'information, donc en réalisant de l'épidémiologie analytique et en identifiant des facteurs de risque de la présence de pathogènes et de résistance dans les élevages de ruminants en Guadeloupe. Des enquêtes en élevage de petits et de gros ruminants ont pu être inscrites entre septembre 2023 et juin 2024. Vous avez ici quelques illustrations de ces enquêtes en élevage qui ont mobilisé les équipes de l'INRA, du CIRAD et de Sanigua, donc du groupement de défense sanitaire. Et vous avez ici le modèle d'enquête et systématiquement plusieurs prélèvements qui étaient réalisés, une coproculture pour la recherche
de parasites gastro-intestinaux, mais également pour l'identification d'excrétions fécales de bactéries, des prélèvements sanguins et des prélèvements de tiques. Au final, ce sont 124 éleveurs qui ont été enquêtés et 98 élevages sur lesquels ont été réalisés des enquêtes et des prélèvements pour un total de 433 animaux qui ont fait l'objet de prélèvements, un peu moins de 300 bovins, 138 caprins et 29 ovins pour représenter le plus possible la diversité des filières et avoir des effectifs suffisants pour tirer des conclusions. L'échantillonnage s'est voulu représentatif des élevages de ruminants. Ça a été un échantillonnage aléatoire qui a cherché à reproduire au plus proche les densités d'élevage de gros et petits ruminants en Guadeloupe. Donc, vous avez ici à gauche une carte qui représente les densités d'élevage en tête par hectare, le blanc étant la densité minimale et le rouge la densité la plus forte. Vous voyez une densité très forte sur la zone de Grande Terre et Marie-Galante. Donc ça, ce sont des données qui ont pu être obtenues par, en particulier, Victor Duflette au travers d'échanges avec les services vétérinaires de Guadeloupe. Et ici, les échantillonnages qui ont été réalisés donc au travers des enquêtes avec un gros effort d'échantillonnage sur Grande Terre, sur les communes sur lesquelles de fortes densités d'animaux étaient relevés, ainsi que sur Marie-Galante et sur Basse-Terre, un effort d'échantillonnage un peu moins élevé, mais qui est représentatif des densités d'élevage moins fortes sur ces territoires-là. Les zones enquêtées étaient larges, puisqu'elles ont concerné l'ensemble des îles de l'archipel guadeloupéen, à la fois Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, et j'en ai pas parlé, mais également Terre-de-Haut pour les Saintes et la Désirade. Elles étaient également représentatives des régions d'élevage de Guadeloupe. Des contraintes fortes ici sont apparues qui ont en fait entraîné des délais dans la réalisation des enquêtes, avec une faible actualisation des registres d'élevage disponibles auprès des services vétérinaires et une absence pour l'instant de collaboration avec la Chambre d'agriculture de Guadeloupe qui n'a pas été permise dans le temps du projet Tisaru tel qu'il a été dessiné. C'était quelque chose qu'on souhaitait mais qui n'a pas pu être mis en place et qu'on souhaite pouvoir petit à petit mettre en place dans les années à venir. Ce qui a été observé alors dans le cadre du projet RACE plus que Tisaru, ici c'est vraiment les données qui ont été obtenues dans le cadre de RACE par Victor Duflette, tout particulièrement en lien avec le travail d'Éric Etter et Laure Guérini au CIRAD. Il y a une augmentation importante de l'infestation des gros ruminants par les tiques en 20 ans, avec 2 espèces de tiques principalement présentes. L'espèce représentée ici à gauche, c'est l'Amblyoma variegatum ou tique sénégalaise, qu'on trouve également à La Réunion sur des foyers très localisés. On verra qu'en Guadeloupe, elle est présente partout. Et ici, nous avons la Rhipicephalus microplus, la tique créole, qui est plus petite et souvent, une fois gorgée, prend une teinte grisée. Donc, une tique, surtout le mâle, qui apparaît rouge et qui est représenté ici schématiquement par une tique colorée en rouge, quand Rhipicephalus est représenté par une tique simplement noire. L'infestation moyenne, les infestations moyennes de bovins par commune, donc ici on est uniquement sur les gros ruminants, ont été représentées par Victor et font l'objet d'une publication qui sera probablement bientôt disponible où les proportions d'Amblyoma variegatum et les proportions de Rhipicephalus microplus sont représentées avec le nombre moyen de tiques par bovin qui est également représenté en fonction, qui est représenté au travers de la taille des diagrammes circulaires représentés sur les cartes ici. Donc, vous pouvez voir que l'infestation par les tiques est relevée sur l'ensemble, à peu près 96% des élevages, donc c'est l'ensemble des élevages, pas systématiquement tous les bovins, mais à peu près 80% des individus des bovins sont également infestés, avec des très fortes infestations qui sont en particulier relevées sur Basse-Terre et sur Marie-Galante, avec ici des tailles de diagrammes qui sont bien plus élevées. On retrouve quasiment systématiquement les tiques créoles et les tiques sénégalaises, avec parfois présence qu'une seule espèce de tique, comme ici sur Saint-Claude avec uniquement Rhipicephalus microplus, mais ça reste à la marge. On a quelque chose qui est relativement bien équilibré entre Amblyoma variegatum et Rhipicephalus microplus, donc tique créole et tique sénégalaise.
À retenir, l'infestation des gros ruminants par les tiques est plus élevée sur Basse-Terre et Marie-Galante. Il y a un certain nombre de facteurs qui ont été analysés par Victor qui peuvent expliquer en particulier des conditions météorologiques sur Basse-Terre qui sont favorables à l'infestation par les tiques ou des facteurs également socio-économiques. Maintenant, une fois qu'on a posé ce constat de tiques qui sont largement présentes sur l'archipel guadeloupéen, on peut se poser la question des maladies transmises par les tiques. Est-ce qu'elles sont également largement présentes? Et oui, elles sont fortement prévalentes. Ce n'est pas parce qu'on a le vecteur qu'on a forcément présence de pathogènes transmis par les tiques. Il faut que les tiques soient elles-mêmes porteuses de bactéries ou parasites vectorisés par ces tiques. Donc on a deux grandes maladies chez les gros ruminants et les petits ruminants qui sont vectorisés par la tique créole, donc Rhipicephalus micropus. Ce sont les babésioses ou pyroplasmoses avec deux agents ici, Babesia bovis, Babesia bigemina, responsables de forte anémie, d'amaigrissement chez l'animal qui s'installent dans la durée et qui entraînent des baisses de performance, des chutes de production. Donc là, ici, un parasite avec la babésiose, quand pour l'anaplasmose, on a un tableau clinique assez proche, mais qui est ici dû à une bactérie, Anaplasma phagocytophilum. Et vous pouvez voir dans un premier temps que la pyroplasmose reste une maladie rare qui semble absente au SINT, en tout cas des analyses que nous avons pu réaliser. Ce sont des analyses par sérologie qui nous permettent de mettre en évidence une exposition récente aux parasites. Pour l'anaplasmose, par contre, on se retrouve avec une maladie transmise par les tiques qui reste la plus fréquente, donc qui a été majoritairement retrouvée, et ceci sur Basse-Terre, Grande-Terre, Basse-Terre ici, Grande-Terre et Marie-Galante. La codriose, appelée encore malcadique en Guadeloupe, c'est une maladie qui est transmise par la tique sénégalaise, qui est due à une bactérie qui est responsable de mortalité aiguë suite à des symptômes neurologiques ou voire même une pathologie très frustre. Mais en tout cas, voir des petits ruminants, voire des gros ruminants qui meurent après quelques jours d'une grande hyperthermie et de pédalage, par exemple, sont des choses qui sont encore fréquemment rapportées, pas systématiquement testées, mais fréquemment rapportées par les éleveurs. Et on voit que maintenant, la codriose est installée sur l'ensemble des îles de l'archipel guadeloupéen, au travers donc du travail de nos collègues Valérie Rodriguez, Mélanie Dune et Laetitia Viry. La codriose est donc la maladie attique la plus largement répandue en Guadeloupe. Elle a été identifiée au SINT en avril 2024 avec l'appui du docteur Gilles Manuel, avec de la mortalité de cabri qui venait d'être récemment identifiée par le docteur Manuel en avril 2024 et qui ensuite s'est confortée puisqu'on a eu également d'autres épisodes de mortalité au moment d'une forte infestation par les tiques des animaux en fin d'année 2024. Donc une installation a priori de la maladie assez récente sur les Saintes, au moins Terre de Haut. Les risques sanitaires semblent spécifiques au territoire ultramarin. On s'est posé la question de maladies telles que la fièvre catarrhale ovine et la maladie épizootique hémorragique, qui sont des maladies émergentes, clairement émergentes en France hexagonale, hein, depuis pas mal d'années, depuis pas loin de 20 ans maintenant. Ce sont des maladies qui sont transmises par des moucherons culicoïdes, qu'on appelle également yin-yin, ou yin-yin plutôt sur la zone Antilles, nono sur la Polynésie, donc la zone Pacifique. Et ce sont des maladies qui sont, enfin en tout cas on sait il y a 15 ans, qui étaient déjà présentes et qu'on pense être endémiques en Guadeloupe. Mais se poser la question de savoir ce qu'il en était et s'il y avait des échanges de souches entre la métropole et nos territoires des Antilles. On a une vision assez peu actualisée de la situation. Donc on a pu réaliser des analyses avec l'appui de l'ANSES et nos collègues de l'ANSES du LNR fièvre catarrhale ovine MHE, Mathilde Turbo, Emmanuel Briard, Corinne Saillot, Lydie Postic et également Yannick Blanchard qui est lui sur l'ANSES Ploufragan.
La première chose qui a été observée pour la fièvre catarrhale ovine, donc c'est principalement une maladie des petits ruminants associée à l'hypersalivation, des œdèmes de muqueuse, des bourrelets coronaires, voire des conjonctivites, et qui peuvent entraîner des pertes de production assez importantes chez les petits ruminants. On a remarqué que la fièvre catarrhale ovine était très fréquente, et ceci sur basse-terre, grande-terre et Marie-Galante. L'infection aiguë était retrouvée chez environ 30% des animaux, mais on n'avait pas d'identification de cette maladie au niveau des Saintes et de la Désirade, donc uniquement sur l'archipel principal et sur Marie-Galante. Les sérotypes qui étaient identifiés sont listés ici, donc différents en fonction de si on est sur Grande Terre avec BTV, donc sérotype 1 et 14, Basse Terre, sérotype 12 et 19, et Marie-Galante, sérotype 1. La maladie hémorragique épizootique qui a fait son apparition depuis l'année dernière, voire même fin 2023 en France hexagonale, est probablement installée depuis assez longtemps dans la zone Caraïbe, avec des rapports, des notifications récentes, en particulier de sérotype 6 sur Trinidad et Tobago. Ici, en Guadeloupe, la maladie hémorragique épizootique reste moins fréquente que la fièvre catarrhale ovine. Par contre, on a ici une grande fréquence d'animaux infectés sur Grande Terre, alors que sur la fièvre catarrhale ovine, c'était plutôt Marie-Galante et Basse-Terre qui paraissaient être les territoires les plus impactés. Ici, on a affaire plutôt à une maladie qui va impacter la santé des gros ruminants avec des grandes hyperthermies et un tableau clinique qui est assez proche de la fièvre catarrhale ovine chez les petits ruminants. Ces données ont été communiquées auprès des éleveurs en leur disant de veiller, s'ils observaient des épisodes d'hyperthermie ou d'hypersalivation ou de boiterie chez les animaux, à nous le faire remonter pour informer les services vétérinaires et l'ANSES. Alors, juste pour information, en France hexagonale, ce sont d'autres sérotypes qui sont présents, ce qui montre bien qu'on est face à des situations sanitaires complètement différentes et non connectées du tout. D'où l'importance de pouvoir disposer d'informations actualisées dans les territoires ultramarins. Les résistances aux médicaments vétérinaires ont été également recherchées. Et ici, je vais vous donner un exemple. Elles sont bien installées dans les élevages de ruminants. Ici, l'exemple est donné avec les anthelmintiques et les petits ruminants. Une collecte de données a été réalisée sur environ 300 animaux, 300 petits ruminants, des chèvres, avec au jour J0 une première enquête administrée en élevage, la réalisation de prélèvements de fesses pour coproscopie, comme indiqué ici, et également l'administration d'un anthelmintique ou de plusieurs anthelmintiques en fonction des lots d'animaux qui pouvaient être réalisés. C'était des lots de 15 individus minimum, soit traités, soit non traités. Ensuite, au bout de 14 jours, un nouveau prélèvement de fesses était réalisé. Et vous avez ici les résultats d'enquête qui ont été obtenus par Élodie Loison et Jean-Christophe Bambou, nos collègues de l'INRAE, de l'unité A7. Et vous pouvez voir que sur Marie-Galante et sur la Grande Terre, il y a un certain nombre de traitements qui apparaissent complètement inefficaces. Et donc, vous avez ici la liste des molécules qui ont été recherchées et leurs noms commerciaux qui sont indiqués à droite et ici qui sont repris sur la carte. Donc, une forte infestation parasitaire qui ont été identifiées chez les ruminants, avec en particulier de l'Hémonclus, qui est le parasite gastro-intestinal le plus impactant en filière petits ruminants, qui peut entraîner des spoliations sanguines assez importantes et entraîner la mortalité des petits ruminants. Et face à cela, un certain nombre de résistances qui ont pu être identifiées à la moxidectine, au fenbendazole principalement, et jusqu'au monépentel, qui est la molécule la plus récemment disponible en filière ruminant pour les traitements anthelmintiques. Donc, dans une majorité des élevages étudiés, les animaux hébergeaient des parasites résistants aux anthelmintiques, y compris aux molécules les plus récentes et en particulier au monépentel. On a également, au travers de ce projet, réalisé un transfert d'informations vers les éleveurs et les vétérinaires. On a choisi de faire des supports d'information variés, en particulier des ateliers
en direction des vétérinaires. Il y en a eu 2 en décembre 2024 aux Abîmes et à Petit-Bourg. Il y en aura un 3e à Marie-Galante prévu dans le cadre d'une suite au projet Tisaru, suite qui s'appelle Tisaru Plus. Et ici, on a pu avoir l'appui de jeunes chercheurs, Sarah Lyonnais, Elodie Loison, Nayanka Tomias, qui ont travaillé auprès des collègues de l'INRAE et auprès de nous et de Sanigua pour proposer ces ateliers de restitution. Vous voyez des ateliers très participatifs et qui faisaient part d'une restitution des résultats, mais également d'échanges constructifs autour de certaines problématiques, comment bien évaluer le poids de son animal, comment traiter efficacement contre les parasites gastro-intestinaux, qu'est-ce que la dermatophilose, enfin voilà, les préoccupations des éleveurs avec donc plusieurs ateliers animés par les différents collègues impliqués dans le cadre du projet Tisaru. On a également fait des retours personnalisés aux éleveurs et aux vétérinaires des élevages enquêtés sous la forme ici, alors c'est juste le début du questionnaire d'enquête sans les résultats. Les retours personnalisés ont été envoyés aux différents élevages enquêtés fin 2024 et également aux éleveurs de ces élevages. Ça leur permet d'avoir un instantané de la situation par rapport aux différentes maladies attiques, maladies transmises par les moucherons et également les résistances enregistrées dans les élevages. Il y a également eu des fiches de recommandations qui ont pu être mises à disposition des éleveurs au travers de l'atelier ou au travers de visites par le GDS au sein des élevages. Enfin, il y a un guide pratique pour la santé des ruminants de Guadeloupe qui a été édité, beaucoup impulsé par ma collègue Johanna Cosier au CIRAD, mais qui a réuni l'ensemble des acteurs du projet Tisaru, qui permet de disposer d'un guide vraiment qui se veut pratique, qui se veut répondre aux problématiques des éleveurs et les guider dans une gestion intégrée des risques sanitaires. Vous avez ici un exemple de fiche sanitaire qui est donné sur par exemple la babésiose bovine, comment la reconnaître et comment la contrôler au mieux avec l'appui du vétérinaire traitant. En conclusion et perspective, on a réalisé une actualisation, une première évaluation de la situation sanitaire pour les pathogènes à impact sanitaire et ou économique les plus forts dans les élevages de ruminants de Guadeloupe en l'espace de 2 ans. De façon importante, tous les supports qui ont été mis à disposition des éleveurs de Guadeloupe sont disponibles ici sur le lien qui est mentionné, qui est un lien qui fait référence à notre unité de recherche, unité Astre du CIRAD. Donc tous les supports de présentation au moment des ateliers, des guides de recommandation. Il n'y a que le guide pratique qui n'est pas posté, mais on est en train de rééditer ces guides pratiques, ces petits guides pratiques pour diffusion plus large auprès des éleveurs et des coopératives agricoles. En cours, on réalise encore l'état de la résistance de Dermatophilus congolensis. On sait que la bactérie responsable de la dermatophilose est présente dans à peu près 50% des prélèvements cutanés qui ont pu être prélevés sur des ruminants présentant des lésions compatibles avec la dermatophilose. Donc on sait que la dermatophilose est largement présente sur la Guadeloupe. On cherche maintenant à comprendre si elle est résistante aux antibiotiques utilisés dans le cadre de la suite du projet Tisaru qui s'appelle Tisaru Plus. Ce projet Tisaru Plus fait l'objet d'un projet ODEADOM coordonné par le groupement de défense sanitaire et donc par Sanigua. On a dans le cadre de ce projet Tisaru Plus toujours continué, renforcé ce partenariat avec Saint-Roch, avec la Ross University, donc avec Saint-Kitts. En cours, on cherche toujours à évaluer la résistance aux acaricides. On avait au laboratoire un type d'essai qui s'appelle le LTT, mais qui est difficile à transférer au groupement de défense sanitaire, ça on en est bien conscient. C'est un test qui nécessite la collecte de femelles gorgées quasi prêtes à pondre en laboratoire sur lesquels on récupère les pontes. Les pontes sont mises en incubation avec des dilutions sériées des acaricides qui sont utilisés commercialement en Guadeloupe. Et au final, le fait d'aller dans des élevages qui utilisent des acaricides de façon courante, même si on a essayé d'intervenir de façon espacée par rapport aux administrations d'acaricides, font qu'on a récupéré peu de femelles tiques gorgées et donc peu d'élevages sur lesquels on a pu faire ces résistances aux acaricides.
Les résistances apparaissent quand même fréquentes contre les 3 acaricides commercialisés, à savoir le béticol, le sébacille et le butox. Et on a observé des résistances particulièrement fortes dès les premières dilutions d'acaricides dans à peu près la moitié des élevages, en particulier pour la tique sénégalaise, Amblyoma variegatum. Alors la FAO, dans le même temps, a fait toute une expertise avec des experts du domaine TIC pour proposer des supports, des guidelines pour évaluer la résistance aux acaricides et propose maintenant un accompagnement des laboratoires pour la mise en place de tests probablement plus faciles à transférer. Donc, chose qu'on va accompagner dans les années à venir, en particulier les tests LPT et AIT. Donc, LPT pour l'aval Parquet Test et AIT pour Adult Immersion Test. Donc, en particulier, le fait de pouvoir tester directement les adultes collectés sur les ruminants nous paraît tout à fait intéressant ici et facilitera l'analyse d'un plus grand nombre de tiques pour aller identifier vraiment les élevages dans lesquels les résistances se sont les plus développées et pouvoir mettre en valeur les pratiques d'élevage qui favorisent l'apparition de ces résistances des tiques aux acaricides. Enfin, en perspective, on cherche à développer avec nos collègues du programme TISARU et avec également nos collègues du CIRAD à La Réunion, des approches innovantes de lutte intégrée et raisonnée contre les tiques, en particulier de la vaccination dirigée contre les tiques. Et on cherche aussi, ça nous semble tout à fait important, de renforcer le partage et le transfert des connaissances au travers, en particulier, du RITA. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie tout particulièrement les membres du consortium TISARU pour ce projet qui a, je l'espère, apporté un certain nombre d'éclairages sur les problématiques des élevages de ruminants en Guadeloupe. Merci Sylvie pour cette présentation. Tu peux nous mettre la diapositive suivante, s'il te plaît. On a un petit espace de discussion, de questions-réponses. Voilà, donc j'ai pas vu de questions formulées dans la conversation, mais si vous en avez, c'est le moment. Vous pouvez demander la parole en levant la main et on vous donnera le micro. Voilà, sinon, pendant que vous réfléchissez, bon, j'en ai quand même quelques-unes. Alors, Sylvie, je voulais te poser une question, moi, sur la résistance aux antibiotiques. Bon, tu l'as abordé un petit peu avec la dermophilose, tu as parlé de la résistance aux anthelmintiques et aux acaricides, mais est-ce qu'il existe d'autres résistances aux antibiotiques que celles que dans le cas de la dermatophilose, ou est-ce qu'il y a un paysage de ces résistances aux antibiotiques en Guadeloupe, peut-être de façon plus générale, si tu as des données sur d'autres territoires aussi, c'est comment? Ouais. Alors, on n'a pas forcément, j'aurais tendance à dire que le paysage de la résistance aux antibiotiques est assez parcellaire à l'heure actuelle en Guadeloupe ou même plus largement dans la Caraïbe, même si ce sont des thématiques qui sont importantes qui en tout cas sont travaillées sur d'autres territoires caribéens. Mais en Guadeloupe, donc on se pose la question là par rapport à la dermatophilose, la tétracycline sont largement utilisées et on se demande savoir si la bactérie a acquis une résistance génétique aux tétracyclines, comme ça a pu être mis en évidence par exemple sur Saint-Kitts. Donc ça, c'est un premier point. Nos collègues de l'Institut Pasteur de Guadeloupe ont travaillé dans plusieurs types d'élevages, et en particulier des élevages de ruminants en Guadeloupe en 2018-2019, et ont mis en évidence, alors pas trop de résistance aux tétracyclines qui reste l'antibiotique le plus fréquemment utilisé en élevage, mais par contre, donc des résistances aux bêta-lactamines. Donc ça, même si les fréquences restent relativement faibles, c'est en tout cas des problématiques qui sont quand même présentes en élevage et qui pourraient prendre de l'importance, d'où l'importance pour moi de favoriser, d'aider à avoir un continuum de recherche pour suivre ces progressions ou en tout cas d'évaluer l'évolution de la résistance aux antibiotiques sur nos territoires ultramarins. Ok, merci. Je vois que Lucille a allumé sa caméra. Aurait-elle envie de poser une question? Alors, faut que tu allumes ton micro, enfin que tu actives ton micro en haut.
s'il te plaît, pour pouvoir... Tu peux pas? Bah, si, moi je t'ai débloqué, donc il faut que tu l'ouvres en haut. Sinon, tu poses la question dans le chat et je le répercuterai. Et en attendant que Lucille formule sa question, là, juste à la fin, tout à fait à la fin, donc tu as parlé de partager les connaissances et tout dans le cadre d'Erita. Bon, ça va faire plaisir énormément à Lucille, qui est animatrice Rita Mayotte, à Agathe, qui ouvre sa caméra, qui est aussi animatrice du Rita Filières Animales à La Réunion, et à moi-même, voilà, et donc on se tient à disposition pour vous aider aussi sur ce cas-là, parce que il faut reconnaître que l'animation territoriale d'Erita aux Antilles et en Guyane est un peu défaillante depuis de nombreux mois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la conversation? Alors, Lucille Gaillard, donc animatrice Rita Mayotte, c'était pour évoquer que nous avons un projet sur ce thème à Mayotte. Une première analyse de l'antibiorésistance est en cours. Donc ça démarre juste, c'est ça, Lucille? Ok. Alors, Agathe, je vais t'activer le... C'est pas hyper pratique ce truc-là. Participant, j'essaie de t'activer le truc. Voilà, je t'autorise le micro, Agathe, et je pense que tu peux l'activer, toi, de ton côté, en haut. Ah oui, c'est bon. Vous m'entendez? C'est bon, oui, oui, parfait, Ok, vas-y. super. Oui, Agathe Delvaux, animatrice du réseau Rita Animal à La Réunion. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais juste, c'est pas tellement une question, mais c'était pour apporter une petite réflexion par rapport au dernier point qui a été annoncé dans on va dire, dans les perspectives justement de créer un petit peu des échanges entre les territoires. Donc, il y a actuellement c'est plus une info pour d'ailleurs les autres participants de la réunion, parce que je pense que Sylvie est au courant. Donc c'est en ce moment il y a un projet qui est étudié au sein de l'IDEL, l'Institut de l'élevage métropole, et différents acteurs des territoires ultramarins, donc Antilles, Mayotte, Réunion, Nouvelle-Calédonie aussi, pour justement proposer un projet qui permettrait finalement de partager, mutualiser les connaissances et les expériences sur la lutte intégrée éthique entre les différents territoires, les différents acteurs. Donc, que ce soit les acteurs de la recherche, les acteurs sanitaires type les GDS, les réseaux aussi, les groupements techniques vétérinaires aussi. Et donc, en fait, ça permettrait, l'objectif de ce projet, ce serait de permettre à chaque territoire de mettre en place, en fait, une lutte intégrée, adaptée et optimisée pour améliorer la résilience des élevages. Donc, on sait qu'on a un petit peu des niveaux de connaissances un peu différents sur chaque territoire. Euh, voilà, avec des luttes qui sont plus ou moins déjà testées. Mais voilà, les objectifs, c'est vraiment de recréer finalement un réseau multi-acteurs parce que ça avait été fait un peu de manière informelle dans le cadre du premier projet Interdom de l'animation Rita Nationale, donc c'était Agroecodom, il me semble, de mémoire. Et donc, il y avait déjà un réseau d'acteurs, donc ça avait été appelé Réseau Valentine, qui avait été mis en place. Mais voilà, c'est vrai que du fait du fort turnover qu'il y a eu sur les années suivantes, ça n'avait pas forcément abouti, ou du moins, ben, voilà, ça n'avait pas forcément suivi. Donc là, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir porter un projet donc sur des financements. Donc là, c'est en réflexion, mais sur des financements CASDAR pour vraiment formaliser ce réseau d'acteurs. Voilà, c'était juste l'information que je voulais rajouter. Ouais. Merci. Alors, avant de passer la parole à Pierre-Yves qui lève la main, je voulais demander, je ne sais pas si vous avez parlé de la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire qui était, alors je vais dire en avance, c'est peut-être pas le terme correct, mais en tout cas qui avait conduit beaucoup de travaux sur les tiques il y a quelques années. Alors on m'a dit que c'était pas forcément les mêmes espèces de tiques que l'on rencontre dans les DROM, peut-être à reconsidérer, je ne sais pas. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'ils vont être intégrés, est-ce qu'il est possible de tirer parti d'une collaboration avec la Nouvelle-Calédonie? Et après, je te passe la parole, Pierre-Yves.
Sylvie, peut-être par rapport à la Nouvelle-Calédonie ou Agathe, n'importe Sylvie. Ouais, bah, je sais pas, je pense qu'Agathe connaît mieux que moi, l'historique, justement de l'animation, la Nouvelle-Calédonie en tout cas sont très en avance, sur la gestion, intégrée, des tiques et des maladies à tiques. Donc, voilà, on a beaucoup, je pense, à apprendre sur les autres territoires de ce qu'ils ont pu mettre en place. Donc, la Nouvelle-Calédonie fera partie de, du réseau pour justement capitaliser sur leurs connaissances et les informations qu'ils ont pu acquérir au fur et à mesure des années. Oui, Merci. effectivement, c'est prévu, hein. C'est vrai que au niveau de la Nouvelle-Calédonie, ils avaient mis en place des essais vaccinaux notamment, donc qui sont terminés, qui sont maintenant proposés voilà, aux éleveurs. Ils ont également testé aussi la lutte agro-pastorale en élevage limousin et charolais, qui a montré de très bons résultats, mais il y a encore quelques difficultés, on va dire, en termes de transfert, surtout sur l'autonomisation des éleveurs, parce que c'est quand même on pratique une lutte qui demande une grande technicité. Et nous, on le voit aussi même au niveau de la Réunion, hein, il y a des formations qui commencent à être données par le GDS et on voit que bah, c'est quand même assez technique. Donc, ils ont montré en 10 ans, je crois que c'est ça, il y avait entre 2001 et 2021, il y avait une réduction de 70%, il me semble, des acaricides en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, c'est vrai que on a beaucoup à apprendre d'eux, donc d'où la nécessité effectivement de créer ce réseau pour échanger sur les pratiques qui ont été déjà testées ou pas. OK, merci. Pierre-Yves, tu peux activer ton micro et prendre la parole. Ça y est, c'est fait. Bonjour à tous. Sur l'antibiorésistance, je ne sais pas si ça se cause beaucoup entre les départements ultramarins. Donc il y a des gens qui travaillent en Guadeloupe sur la thématique. Pasteur a beaucoup travaillé. Il y avait une thèse en particulier qui portait sur les transferts de gènes d'antibiorésistance à partir du milieu naturel. Il y a des travaux équivalents qui ont été faits à La Réunion. Un peu étonnamment, Adrien Rieu, qui est de mon unité, donc qui est une unité de santé des plantes, a beaucoup travaillé sur la question. Et donc, je ne sais pas si l'héritage ne serait pas le bon endroit pour favoriser les dialogues interdom sur ces thématiques. Ça, c'est une première question. Et ensuite, sur les alternatives à l'usage des antibiotiques, qui est une problématique mondiale de santé publique. À nouveau, Adrien Rieu a lancé dans l'unité la thématique sur l'utilisation des phages, donc pas nécessairement dans une optique de lutte contre les antibiotiques, mais pour lutter contre une bactérie qui provoque des ravages en santé des plantes, mais c'est quand même la phagothérapie, c'est une approche qui est utilisée beaucoup en santé humaine depuis assez longtemps. Et là, il y a aussi, je pense, un espace à investir sur son utilisation éventuelle pour la santé animale. Et je voulais savoir si Sylvie, c'est quelque chose qui est travaillé, envisagé. Voilà. Alors pour le coup, il y a alors tu mentionnais, je pense, le travail de Gaël Gruel, tout particulièrement, sur, Oui, l'évaluation de l'antibiorésistance, et le transfert d'antibiorésistance depuis l'environnement ou les animaux, vers l'homme. Je sais qu'il y a eu d'autres thèses ensuite qui sont inscrites en Guadeloupe, la thèse de qui Mathieu Pot ont aussi. voilà, Mathieu Pot Aussi et à puis, Pasteur. Ouais. enfin voilà, toujours inscrit entre le Pasteur Guadeloupe et le CHU de Guadeloupe, et donc avec Séverine Ferdinand et Sébastien Brerec. Nous, on avait réfléchi à faire une enquête qui puisse servir justement à réactualiser un peu les données, en tout cas dans les filières ruminants, et avoir une approche assez large. Donc, on a réfléchi l'enquête avec Séverine Ferdinand tout particulièrement de l'Institut Pasteur de Guadeloupe et tout en aussi avec Sébastien Brerec.
Donc les données d'utilisation d'antibiotiques sont là, on a des prélèvements qui sont aussi disponibles, le tout étant maintenant d'avoir des demandes de financement qui aboutissent pour pouvoir aller au bout, et ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas sur le fait d'avoir une animation dédiée en ultramarine, oui, je pense que c'est une des menaces majeure en santé humaine, en tout cas en menace future à venir. Et donc il faut aussi pouvoir l'appréhender en élevage de façon assez générale. Et ça va être une approche en plus multifilière qui peut être assez intéressante au niveau RITA. Après, pour l'instant, on est plus sur un état des lieux. Gaël avait plutôt montré qu'il ne semblait pas y avoir de réel transfert de l'antibiorésistance de l'animal vers l'homme, et que on était finalement sur des résistances chez l'homme qui étaient acquises de par des traitements antibiotiques inappropriés ou de l'émergence d'antibiorésistance sur le territoire guadeloupéen directement chez l'homme. Donc voilà, c'est pour... je pense qu'on est pour l'instant encore sur des choses entre santé animale et santé humaine qui restent pas complètement interconnectées ou fortement interconnectées, mais ça pourrait l'être à l'avenir. Donc toujours avoir un œil là-dessus. Et il n'y a pas pour l'instant de méthodes de lutte qui sont envisagées. C'est plus des recherches d'alternatives aux antibiotiques. Damien Meyer, chez nous à Astre, au CIRAD, cherche véritablement à comprendre quels sont les talons d'Achille de certaines bactéries pour essayer de développer des molécules qui seraient différentes des antibiotiques, mais qui permettraient de maîtriser la croissance bactérienne. Donc, je pense qu'on peut avoir plusieurs approches. L'approche phage est effectivement ultra prometteuse. Donc, je pense qu'il y a plein de solutions, le tout étant toujours de réfléchir de façon intégrée. Et je pense qu'il n'y a pas une solution sur laquelle il faut absolument capitaliser et se dire que ça va être la solution miracle. Il faut systématiquement penser en gestion intégrée et voir comment on peut fonctionner avec avec des solutions assez différentes, mais qui permettent d'aller vers un objectif commun de réduction des résistances aux antibiotiques. Ok, merci Sylvie pour les précisions. Donc l'heure tourne, on a dépassé, mais comme il n'y a personne après, je me suis quand même permis de laisser poursuivre les discussions. Ce que tu dis est tout à fait vrai, Pierre-Yves. C'est un des rôles d'Erita de favoriser aussi ces échanges interdhommes. Ça l'a beaucoup été fait, je trouve, entre 2015 et 2021-22. Après, il y a eu une petite rupture due à l'absence de projet. Voilà, il a fallu réorganiser des choses. Et là, on repart de bon pied et avec le financement qui, on l'espère, va arriver très bientôt. On pourra remettre en place des groupes thématiques interdom. Et c'est aussi à vous de nous faire des propositions et à vous de vous montrer proactif pour l'animation de ces groupes après. Donc, on va conclure ici. Sylvie, s'il te plaît, la diapo suivante. Voilà. Alors, je voulais simplement vous parler de nos prochains rendez-vous. Alors, d'abord, il y a une enquête en ligne. Donc, le lien est dans la diapo, mais je vous le mets dans la conversation. Voilà, comme c'est le dernier séminaire de la journée, vous pouvez le remplir. Si vous remplissez une seule fois pour les 1, 2 ou 3 webinaires que vous avez suivis, ça nous ira très bien. On vous annonce le colloque annuel d'Erita traditionnel pendant la semaine du Salon de l'Agriculture. Ce sera donc le vendredi 27 février 2026. Voilà. On a aussi redonné vie à la newsletter d'Erita. Vous pouvez vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore. Je mets le lien aussi ici. Le diaporama vous sera transmis
en temps utile. On vous précise, on vous rappelle que les RITA possèdent une chaîne YouTube sur laquelle nous déposons toutes les vidéos qui sont produites dans le cadre des RITA ou qui peuvent être utiles au RITA concernant l'absence, je dirais, d'animation RITA territoriale aux Antilles et aux Guyane. En Guyane, pour l'instant, vous pouvez nous envoyer à nous, Animation Nationale, si vous souhaitez qu'on dépose des choses, aussi bien dans la chaîne YouTube que dans Coatis, qui, je le rappelle, est le système d'information dans lesquels on valorise toutes les productions RITA. Voilà. Si vous le voulez bien, alors je remercie quand même, parce que je ne suis pas sûr de l'avoir dit, nos partenaires financiers, le ministère en charge de l'agriculture, le ministère en charge des Outre-mer, l'ODEADOM, le réseau national agriculture et ruralité, pour nous donner l'occasion, l'opportunité d'organiser ces actions. Si vous le souhaitez, et ça me fera plaisir, Sylvie va départager. Je vous demanderai d'activer votre caméra et on va essayer de faire une petite photo de groupe avec notre plus beau sourire. Voilà, et s'il vous plaît, alors Lucille et Agathe, si vous pouvez en parallèle aussi me faire une prise de photos, parce que moi je ne suis pas forcément fortiche dans l'affaire. Mélisse, vous êtes là, vous nous entendez, vous souhaitez, vous pouvez mettre la caméra ou pas, comme vous voulez. Hop, alors je vais lancer moi une photo. Hop. Oui, j'aurais pu sourire aussi, voilà. Mais ça fera l'affaire. Voilà. Vous avez pu en faire une, Agathe, Lucille? Ouais. Ok, super, merci beaucoup. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie. On se retrouve prochainement pour d'autres aventures. Allez, bonne fin de journée à tout le monde.